Merci beaucoup, merci de ces éléments de présentation, merci de m'avoir invité et surtout merci d'être venu, car rien ne sert d'inviter quelqu'un si personne ne vient. Et je suis très sensible à cette présence massive. À Paris, généralement, il est difficile d'avoir un public fourni, donc je m'en sens doublement honoré, d'abord à travers ma petite personne et puis à travers ma citoyenneté 15e arrondissement, puisque j'habite aussi cet arrondissement et je suis sensible de voir que j'y ai des amis. Ça, on le saura à la fin de ma conférence, mais en tous les cas des sympathisants ou en tous les cas des personnes intéressées. Je vous demande d'excuser tout un tas de choses. J'ai des problèmes de gorge, j'ai des problèmes de nez, j'ai des problèmes de dents. Oui. Donc, si la machine tombe en panne, bah, c'est pas compliqué, vous composez le 15 et les choses entreront dans l'ordre. Alors, je suis très content d'échanger avec vous et effectivement, la période de débat, de discussion, d'échange à la fin est là pour nourrir cet échange. Je n'ai pas du tout la prétention de produire un discours univoque. Tout ça, vous savez, les sciences sociales, quelles qu'elles soient, sont des sciences de débat. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de vérité. Il y a une recherche de la vérité, et recherche nous rapproche de la scientificité avec le maximum de rigueur nécessaire, et ça c'est l'autre qualité qui donne une tonalité scientifique aux propos que l'on peut tenir sur les relations internationales, comme sur l'analyse des systèmes politiques, de la pensée politique, ou je ne sais. Je pense que cet échange nous permettra aussi, je pense à la question que vous avez posée tout à l'heure, d'entrer, sinon dans les détails, car il n'y a jamais de détails, mais dans l'étude de cas. Je ne peux pas, dans une présentation générale, faire défiler tous les cas si nombreux qui grèvent les relations internationales, mais en fonction de votre curiosité, de vos souhaits, je peux axer pendant la période d'échange mon propos sur tel ou tel point d'actualité ou, disons, d'histoire également. Je voudrais, pour commencer cette réflexion sur l'Europe n'est pas seule au monde, vous proposer à titre apéritif 3 réflexions. La première réflexion, c'est qu'on entend volontiers et très couramment, dès qu'il est question de relations internationales, employer les mots de désordre, de chaos, d'anarchie. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de désordre international. Il y a des situations d'extrême violence, il y a des situations de désastre, il y a des situations qui nous font horreur, bien sûr. Mais parler de désordre, c'est supposer que tout ceci correspond à des effets inattendus, totalement incompréhensibles. Je crois que l'une des faiblesses de l'analyse aujourd'hui, c'est de ne pas regarder dans la bonne direction. Si effectivement on regarde le monde, l'Europe et la France de la même manière qu'on les regardait au XXe siècle et a fortiori au XIXe et au XVIIIe, alors oui, comme dirait l'autre, tout fout le camp. Oui, on est dans une situation de complet désordre. Mais si on fait l'effort d'introduire les paramètres du nouveau monde, ce que je vous présenterai dans un instant, on s'aperçoit qu'il y a un ordre. Et que si cet ordre produit tant de violence, et Dieu sait si nous sommes au milieu de ce naufrage, c'est parce qu'on ne sait pas justement interpréter cette violence et que l'on postule facilement, trop facilement, que tout ça c'est parce qu'il y a du désordre. Non, c'est parce qu'il y a un ordre que l'on ne veut pas connaître, sur lequel on ne veut pas travailler et avec lequel on ne veut pas composer. Ma deuxième réflexion, c'est aussi une gentille, aimable critique que je fais à beaucoup de mes collègues et beaucoup d'observateurs et de commentateurs. Il y a en ce moment un engouement pour l'idée de retour. Retour de la guerre, comme si elle n'était jamais partie. Retour des nations, retour de la puissance, retour des États, retour de la guerre froide.
Je me souviens cette chanson que chantait ma pauvre mère, j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Comme ma gorge ne fonctionne pas, je ne vais pas vous la chanter, mais c'est absurde. Il faut, mesdames et messieurs, bien comprendre que l'histoire offre des allées simples, jamais des allers-retours, que jamais les figures nouvelles des relations internationales sont l'image ou le retour de séquences de situations qu'on a connues par le passé. Celles et ceux de ma génération se souviennent de ce qu'était la guerre froide, et le contexte de la guerre froide n'avait absolument rien à voir, ni sur le plan technologique, ni sur le plan économique, ni sur le plan culturel, ni sur le plan social, ni sur le plan économique, politique, etc., avec la situation d'aujourd'hui. Donc parler de nouvelle guerre froide est stupide. Non seulement stupide, la stupidité, ça coûte pas cher. Elle devient coûteuse dès lors qu'elle inspire l'action. Et donc la pire des choses, et hélas, elle est couramment pratiquée, c'est de traiter les problèmes nouveaux avec les thérapies anciennes. Les relations internationales, ça me fait penser à un patient qui se rend chez son médecin, qui est ce patient atteint d'une maladie que le médecin ne connaît pas, et au lieu d'avouer qu'il ne connaît pas ou de faire l'effort de la connaître, il fait comme si c'était une autre maladie. Il sort des ordonnances d'une thérapeutique qui non seulement ne guérit pas le nouveau mal, mais l'aggrave. Eh bien, on en est là en relations internationales. On traite les problèmes du monde comme il y a 50 ou 100 ans, donc on les aggrave. Et le troisième élément, et c'est l'objet de mon tout dernier livre, c'est de dire que l'on fait trop confiance à une connaissance prétendument objective. Les relations internationales, c'est des relations humaines. C'est des humains. Et la dictature de la géopolitique, mot que l'on emploie à tort et à travers et dans toutes les bouches des politiques, des journalistes, des analystes, mes confrères, est un mot, est une matière, est une substance perverse, parce qu'elle laisse penser que nous sommes, nous, humains, dépendants de la géographie telle qu'elle s'exprime dans les photos et les cartes que nous utilisons couramment. Mais je vous dirai simplement une chose pour vous mettre dans l'ambiance. Quand on regarde la carte de la frontière russo-ukrainienne, il est facile de dire inévitablement, il fallait que ça finisse comme ça. Mais imaginez qu'à la place de Poutine, il y ait eu au Kremlin Gorbatchev. Est-ce que vous pensez qu'il aurait lu les cartes de la même façon ? Est-ce que vous pensez que les événements se seraient produits de la même façon ? Pas du tout. Ça veut dire une chose très simple et qui sera au cœur de cet exposé. C'est que l'action, avant d'être déterminée par je ne sais quelle structure pré-construite, elle est pensée. Elle est le résultat, je dirais, du raisonnement, mais aussi de l'affect, du ressentiment, de la frustration, de l'humiliation, de l'égocentrisme, de toute névrose obsessionnelle de ceux qui font le jeu international. Et aujourd'hui, tout le monde fait le jeu international. Eux, vous, moi, tout le monde. Et ce phénomène dont je reparlerai d'appropriation sociale de la vie internationale est un phénomène révolutionnaire. Et aujourd'hui, les sociétés courent plus vite que les politiques. Et dans cette course-poursuite, le politique est de plus en plus réactif et le social de plus en plus proactif. Si vous regardez les événements qui se sont produits depuis 30, 40, 50 ans et dont nous allons parler, ils sont plus d'extraction sociale que le résultat de choix politiques. Eh bien, il faut savoir traiter avec ça. Vous savez, il y a un ministre des Affaires étrangères, je ne dirai pas son nom parce que je l'aime bien et je ne veux pas ainsi le mettre en difficulté, qui une fois, je l'avais invité à parler devant mes étudiants à Sciences Po, et il a eu cette phrase, moi qui m'a fait tomber de ma chaise, et depuis j'ai une coxalgie que je n'arrive pas à soigner,
Il a dit que l'opinion publique et la société s'intéressent aux questions internationales, c'est aussi absurde que d'admettre la famille du patient en salle d'opération. Ben, justement, c'était comme ça du temps de Metternich et de son cher Kissinger, mais ce n'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Alors, si ces précautions de départ ne vous dégoûtent pas, essayons d'entrer dans l'énigme. L'énigme, je vais vous dire en un mot, et c'est ce qui explique le choix de mon titre et du thème que je vous proposais. L'énigme, c'est que l'Europe a inventé le premier système international. Je veux dire, avant la Renaissance, il n'y avait pas de système international. Il y avait bien sûr des systèmes qui organisaient les rapports à l'extérieur, mais ce n'étaient pas des systèmes internationaux au sens de système interstato-national, système organisant les relations entre États-nations, parce qu'il n'y avait pas d'États-nations. C'est avec la création des États-nations à la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance que l'on a inventé un système international. Mais le problème, c'est que l'Europe a inventé ce système international et elle était seule dedans, pendant des siècles et des siècles. Et elle s'est habituée à penser les relations internationales comme si elle en était l'acteur exclusif. Et le grand défi, la grande faiblesse, le grand échec, et on l'a entendu encore hier soir, de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle ne sait pas s'adapter à la mondialisation. Elle ne sait pas s'adapter à l'autre. Et ça, qu'il s'agisse de la crise du Niger, qu'il s'agisse du conflit israélo-palestinien, qu'il s'agisse de l'émergence de la Chine, à chaque fois, c'est la même chose. L'incapacité de l'Europe de construire l'altérité, puisque l'Europe est synonyme d'entre-soi. D'un entre-soi hyper conflictuel, on va le voir, mais d'un entre-soi qui rejetait les autres. Alors, quand j'étais étudiant, il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce qui vous arrive? Quand j'étais étudiant, les autres, c'était la périphérie. Pas mal, hein? Voilà. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, c'était le périph'. Hein? Bon. Puis c'était le tiers-monde. Le tiers-monde, c'était le tiers-état du monde. C'est-à-dire ceux qui sont rien et qui veulent devenir tout. Voilà. C'est fini, ça. C'est fini. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est fini. C'est fini. Et je vous fiche mon billet, si vous me permettez cette formule un peu triviale, que la fin du conflit russo-ukrainien a de bonnes chances d'être arbitrée par l'extra-européen. Et ce Sud global, dont on ne sait pas trop ce qu'il est et qui s'avance, eh bien, c'est peut-être l'image des nouvelles relations internationales. Alors, comment en est-on arrivé là? On va faire un peu d'histoire, rassurez-vous. Surtout, ne vous endormez pas pendant ces premières minutes, ça va très vite passer, mais il faut tout situer dans le temps. L'histoire ne se répète pas, mais l'histoire explique les différences, justement, et explique les processus génétiques. Alors, je vais vous emmener à la fin du XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle, il y avait une dame en Angleterre qui était enceinte. Elle était enceinte et elle apprend par la BBC que... Oui, non, peut-être pas par comme ça. Ouais. Elle apprend que une invincible armada est montée par le roi Philippe d'Espagne pour venir envahir son pays, l'Angleterre. Elle était terrorisée, cette pauvre femme, terrorisée. Et tellement terrorisée qu'elle a accouché prématurément. Très prématurément. L'enfant a failli mourir. Et cet enfant, c'est le grand philosophe anglais Thomas Hobbes, celui qui est l'inventeur de notre philosophie politique moderne, l'inventeur de la théorie de l'État. Et je vais vous montrer de la théorie des relations internationales. Et les psychanalystes interrogés disent « mais l'obsession sécuritaire de Hobbes
Et donc, la construction de la théorie de l'État sur l'idée et le postulat de sécurité vient de là. D'autant que, pauvre bébé, il avait à peine 2 ans, nouveau drame, son père quitte le foyer, on ne sait pas où il va. Et cette pauvre femme qui avait déjà tant souffert pendant sa grossesse a à nouveau à affronter un problème absolument énorme. La famille Hobbes n'était pas riche. Et puis, Hobbes a 30 ans et se déclenche en Europe une guerre novatrice, la première des guerres modernes, terriblement sanglante, la guerre de 30 ans, 1618-1648. Et celle-ci n'était pas terminée qu'en Angleterre, autre tragédie, la guerre civile, la Révolution, la décapitation, figurez-vous, du roi Charles d'Angleterre. Ça vous dit quelque chose? C'est pas le même. Bon. Et donc, Hobbes est un homme qui va révolutionner la pensée politique à partir de cette idée terrible qui consiste à dire Aristote avait tort, lui, Aristote, qui pensait que la politique, c'était l'art de la coexistence dans la même cité entre individus différents. Et Hobbes dit, c'est pas ça la politique, c'est pas assurer la coexistence. La politique, c'est assurer la sécurité. C'est une révolution conceptuelle, philosophique énorme. Et l'invention de l'État va se faire par ce transfert de l'idée de coexistence à l'idée de sécurité. Mesdames et messieurs, le profil de Gérald Darmanin apparaît à l'horizon. L'État n'a pas assuré la coexistence entre gens différents, mais a assuré la sécurité. Et comment va-t-il assurer la sécurité? C'est le fameux pacte social hobbesien, vous vous souvenez tous de votre classe de philo, c'est-à-dire, moi, individu, j'abandonne une part de ma liberté entre les mains du souverain qui, en échange, me protège. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous voulez une vraie protection, alors il faut qu'il y ait une vraie souveraineté. Vous voyez que les choses n'ont pas beaucoup évolué dans la façon de penser. Et donc, le souverain, parce qu'il est souverain, il est garant de la sécurité. Ah oui, mais il y a une chose à laquelle personne n'avait pensé, et dont va s'emparer Hobbes, consiste à dire, ben oui, mais si le monde est désormais, c'était pas comme ça avant, fait d'une juxtaposition de souverains, et que les souverains sont en désaccord entre eux, comment ils vont régler leurs différends? Vous avez une idée? Et la guerre, exactement. Mesdames et messieurs, à 19h32, je vous dis la chose la pire qui soit. C'est que notre histoire européenne a inventé la fonctionnalité de la guerre. Je ne dis pas à inventer la guerre existe partout. Mais à inventer cette modélisation qui fait de la guerre l'instrument utile, même indispensable du jeu international. À tel point que dans notre tradition, et seulement dans notre tradition européenne, la paix n'a jamais été définie autrement qu'en étant la non-guerre. La non-guerre. Je me souviens un amphi à Conakry où j'avais dit ça, et un étudiant, Peul, s'est levé, il dit chez nous, la paix, il y a une définition positive, c'est la santé. C'est la santé du groupe. Jam. Bon. Mais Raymond Aron nous dit la paix, c'est l'entre-deux-guerres. Et du coup, le jeu international, faire très attention à cela, est désormais conçu comme étant une compétition incessante entre gladiateurs, c'est-à-dire entre États. Les États sont, et la formule est de Hobbes, ça n'est pas de moi, comme des gladiateurs, qui sont en situation de compétition permanente. Ça, c'est le jeu classique des relations internationales, tel qu'il a été fondé. Alors, 2 choses avant de passer à mon deuxième point. Rassurez-vous, il n'y en a que 3. 2 petites choses quand même qu'il faut rappeler, c'est que cette conception très européenne, très marquée de son époque,
la sortie du Moyen-Âge, la Renaissance. C'était une conception qui va peu à peu fabriquer le droit international, fabriquer les institutions internationales, la diplomatie internationale, bref, notre système international tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et voilà la contradiction. Nous avons universalisé un système international que nous avons taillé à la Renaissance à notre dimension. Et la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, parce que c'est là que tout va basculer, c'est que l'Europe était composée, à partir de la Renaissance, d'une dizaine de royaumes, un empire et quelques royaumes, mais qui étaient issus de la même histoire, qui parlaient pratiquement la même langue. Le français était la langue de la diplomatie européenne. Vous savez que Metternich n'a fait qu'une faute et demie à la dictée de Mérimée, là où l'empereur Napoléon III, je ne vous raconte pas le nombre de fautes qu'il a faites. Ils étaient en gros de même religion, même si il y a eu l'effet de la Réforme, mais la Réforme appartenait à la même grammaire théologique. Et c'était surtout très liés familialement. Ils se mariaient entre eux, à tel point qu'à la fin, regardez les tableaux de Goya ou de Velázquez et vous voyez très exactement ce que valait ce système européen. Donc, ce que je voudrais vous faire passer, c'est que la guerre était une sorte de tournoi consensuel. On se comprenait. On pouvait se détester, on pouvait s'opposer, on pouvait rivaliser, mais on se comprenait. Après, il a fallu se définir par rapport au monde. Alors ça s'est fait en 2 étapes, et ça c'est très intéressant pour comprendre les problèmes actuels. La première étape, ça a été l'Amérique du Nord. Cette Amérique du Nord qui va sortir de l'espace européen, essentiellement britannique, comme vous le savez, à la fin du XVIIIe siècle, et qui, c'est très intéressant, à l'époque des premiers présidents considéraient que justement, ce système européen, ce n'était pas le leur. Toute la légende états-unienne part du Mayflower, rappelez-vous, ce bateau de pèlerins qui quittait l'Angleterre pour aller construire la cité de Dieu sur d'autres terres, donc avec la conviction que le système dont il sortait était mauvais. Et quand, en 1823, le président américain Monroe expose sa fameuse doctrine, la doctrine Monroe, c'était de dire « nous, c'est nous et eux, c'est eux. Nous, c'est l'Amérique, eux, c'est l'Europe. » Moyennant quoi, les États-Uniens refusaient systématiquement les invitations aux conférences que l'Europe montait tout au long du XIXe siècle. Jusqu'en 1885, congrès de Berlin sur le partage du bassin du Congo, mais enfin, en fait de l'Afrique tout entière, là, les Américains disent « We should go. That's very appealing. » Et du coup, ils sont arrivés. Et M. Canston, qui était le délégué américain, arrive à Berlin et dit « Sorry, I don't speak French. Now we have to move to English. » Et c'est comme ça que l'anglais a remplacé, en un coup de baguette, le français comme langue diplomatique. Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant à voir, c'est que les États-Unis sont progressivement entrés dans ce système international qui était en fait un système européen et se sont imposés comme puissance mondiale en prenant l'étiquette de puissance européenne. C'est en étant sur le sol européen et en agissant sur le sol européen, 1917, Première Guerre mondiale, ensuite Seconde Guerre mondiale, ensuite l'OTAN, c'est en s'européanisant que les États-Unis sont entrés dans un système international qui est devenu euro-américain. Mais maintenant, et ça c'est ma deuxième partie, tout ça, mesdames et messieurs, c'est fini. C'est fini. Permet de boire un coup. C'est fini et on ne veut pas le dire.
Et du coup, nous vivons dans un système complètement schizophrénique. C'est-à-dire que, en fait, d'un système international, il y en a deux. Il y a le système international officiel, qui dérive de Hobbes et de tout ce que je vous ai raconté, et qui ne correspond plus à la réalité du monde que je vais vous décrire. Et puis il y a la réalité du monde, mais elle qui n'est prise en charge que par les sociétés. Eh bien, ce hiatus incroyable, il est à la base même des tensions internationales que nous connaissons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ce système produit par les Européens ne pouvait plus fonctionner? Trois ruptures dont on nous supplie de ne pas parler. Et je pèse mes mots, mesdames et messieurs. Vous savez, on ne peut pas toujours dire tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense. Mais moi, à mon âge, qu'est-ce que je risque? La première grande rupture, c'est la décolonisation. La décolonisation, elle a commencé dès 1946, indépendance des Philippines, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et là, le processus de décolonisation a inventé quelque chose d'absolument ahurissant. On entendait d'ailleurs Hobbes se retourner dans sa tombe, c'est terrible. La décolonisation a démontré que désormais, le faible gagnait sur le fort. J'avais 4 ans au moment de Dien Bien Phu, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 12 ans au moment de l'indépendance de l'Algérie, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est-à-dire cette incompréhension. Comment se fait-il que le plus puissant soit mis en déroute par le plus faible? Et finalement, non seulement c'est Hobbes qui est remis en cause, mais tout est remis en cause dans cette vision. Et effectivement, mesdames et messieurs, les États-Unis, 870 milliards de dollars de dépenses militaires par an, n'ont pas gagné une guerre depuis 1945, à l'exception des guerres de coalition menées sous mandat des Nations Unies, qui sont au demeurant très rares. Les États-Unis ont été battus au Vietnam, ils ont été battus en Afghanistan, ils ont été battus en Irak, ils ont été battus en Somalie. Il faut être juste. Ils ont gagné une fois contre l'île de Grenade. Une armée de 89 hommes. Il faut le faire, quand même. Bon. L'URSS n'a été que battue. L'URSS a été battue en Afghanistan, par beaucoup plus faible qu'elle. La France a été battue en Indochine, ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine, en Algérie, au Sahel, aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'on ne s'est jamais demandé pourquoi, systématiquement, dans les guerres d'aujourd'hui, c'est le faible qui gagne sur le fort? Alors, on n'est pas arrivé au bout du chemin, mais il y a quelque chose qui se profile à l'horizon qui est extrêmement important, qui est que derrière les guerres nouvelles dont je vous reparlerai dans un instant, et qui ont été amorcées par les guerres de décolonisation, vous aviez un État face à des combattants non étatiques. Et ces combattants non étatiques, le président Mao Tse-tung disait, ils sont comme un poisson, comme des poissons dans l'eau, dans la mesure où ils se fondent dans la population. Et se fondant dans la population, ils font de l'énergie sociale le principe premier de la guerre. Et autant le canon est capable contre le canon, autant le canon contre l'énergie sociale ne peut pas grand-chose. Et ça, c'est une chose qu'Israël aurait dû méditer à travers la phase épouvantable que nous vivons actuellement. 30 000 morts et sûrement plus à Gaza, mais au bout du chemin, peu à peu et au fil des jours, une implantation plus forte du Hamas dans la population palestinienne et une reconnaissance internationale du Hamas par les acteurs diplomatiques internationaux. L'autre jour, j'entendais M. Blinken qui disait « Ah ben, le Hamas nous a donné des réponses encourageantes. » Ah ben c'est intéressant, voilà maintenant que le secrétaire d'État américain se fait le porte-parole du Hamas. Bon, ça prête quand même à réflexion, ce genre de choses. Et alors, vous savez, il y a une chose à faire. Regardez les massacres de Philippeville en 1955, qui étaient odieux, menés par le FLN, et ça ressemblait beaucoup au massacre de Sderot du 7 octobre.
l'armée française a réagi au massacre de Philippeville par des massacres encore plus importants et qui reflètent ce qui se fait à Gaza au quotidien aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est à l'occasion de ce terrible processus que, le FLN a pris le dessus sur les autres mouvements de libération algériens, que 2, il a obtenu l'adhésion populaire algérienne, et que 3, il a commencé à intéresser la communauté internationale qui en a fait un interlocuteur. Voilà, ça c'est l'inversion de l'histoire. Et c'est là que l'Europe ne comprend pas qu'elle n'est plus seule au monde. Et à cela s'ajoute un deuxième effet de la décolonisation, qui est quelque chose de très important également, qui est que nous entrons dans un monde qui, pour la première fois depuis Adam et Ève, est réellement multiculturel. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, les rois européens, ils pouvaient se détester, mais c'était la même culture. Là, maintenant, vous avez une compétition de culture. La deuxième grande rupture, c'est la dépolarisation. Et ça, on n'a pas su l'analyser non plus. La dépolarisation, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la chute du mur, 9 novembre 1989, mais moi, je ne crois pas que ce soit très important, la chute du mur. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé le 2 décembre 1989. Vous savez ce qui s'est passé le 2 décembre 1989? Personne ne sait ce qui s'est passé. Eh bien, c'est le jour où le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, a rencontré sur un navire américain, en rade de La Valette à Malte, le président des États-Unis, George H. Bush. Et Gorbatchev a dit ce jour-là à Bush, qui en est resté bouche bée. C'est de là que vient l'expression. Il lui a dit « l'URSS n'est plus intéressée à la compétition avec l'Occident ». Ça veut dire Hobbes avait tout faux. Il n'y a plus de compétition entre les gladiateurs. Gorbatchev, qui était un homme extrêmement lucide et intelligent, auquel on n'a pas su rendre hommage, avait compris que les nouvelles relations internationales ne pouvaient plus se figer dans la compétition. Et il était content, Bush, quand il est rentré dans sa cabine. Il se disait « 2 minus 1 is 1. We are the only great power. » Ben non. 2 moins 1, ça fait toujours 1, sauf en relations internationales où ça fait 0. C'est-à-dire du jour où l'équilibre de puissance disparaissait, eh bien, l'unique puissance qui restait n'était plus attractive pour personne. Et c'est là le point de départ du désamour entre l'Europe et les États-Unis. Voilà. Et puis il y a une troisième rupture, je suis obligé d'accélérer, qui est un phénomène incroyable qui s'appelle la mondialisation. Alors, mondialisation, on entend parler, même M. Laurent Delaflousse, il parle de mondialisation. Mais vous savez qu'à l'université, quand on veut coller un étudiant, on lui demande de définir la mondialisation, on est sûr de le retrouver en septembre. Hein, parce que c'est impossible à définir. Vous savez, c'est terrible, ce mot, on ne sait pas le définir. En revanche, on l'appréhende par ses propriétés. Et les spécialistes s'accordent à considérer que la mondialisation a 3 propriétés: l'inclusion, l'interdépendance et la mobilité. L'inclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde dépend de tout le monde, et réciproquement d'ailleurs. Ça veut dire que le faible continue à dépendre du fort, mais que désormais, avec la mondialisation, le fort dépend du faible. Sur le plan énergétique, sur le plan des matières premières, sur le plan démographique, sur le plan économique, financier, monétaire, enfin on peut tout y passer. Et ça, personne ne sait le gérer. Et c'est là, justement, que l'Europe tombe pour la deuxième fois. Cette incapacité de gérer l'interdépendance. L'Europe dépend de l'Afrique au moins autant que l'Afrique dépend de l'Europe. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau, que l'on n'arrive pas à comprendre, même à concevoir. Et qui fait que, en plus, pour la première fois depuis Adam et Ève, tous les États, tous les pays du monde sont sur le même bateau. Monde unique, sauf peut-être les Palestiniens. Et ça veut dire quoi, ça, que tout le monde est dans le même système? Ça veut dire que dans le même système international coexistent des Centrafricains, PIB par an et par habitant $660, et des Luxembourgeois, PIB par an et par habitant $120 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mesdames et messieurs, et ça je vous le dis à 8h moins 10,
c'est vraiment un élément fondamental. Dans l'avenir des relations internationales, ce n'est plus tellement le nombre des missiles qui compte, mais la pression des enjeux sociaux. C'est-à-dire que les tensions sociales dans le monde sont telles qu'elles sont à mettre en position prioritaire sur l'agenda international. D'autre part, inclusion, interdépendance, mais enfin mobilité. C'est-à-dire que l'ordre international que les Européens ont inventé à la fin du Moyen-Âge, que je décrivais tout à l'heure avec Hobbes, c'était un ordre statique, territorial, territorialisé. D'ailleurs, État et statisme, c'est la même racine, c'est le même mot latin. La mondialisation a remplacé le statisme par la mobilité. C'est-à-dire que le monde, aujourd'hui, les relations internationales, c'est une affaire de flux et non une affaire de territoire. Ce qui veut dire, entre autres, que la migration est l'avenir du monde. Arrêtons les discours préfabriqués, les sottises. Nous sommes dans... Bon. Quelque chose que j'aurais pas dû dire. Nous sommes dans un monde où nécessairement tout bougera et où nous aurons de plus en plus besoin du mouvement pour survivre. Et ça, nous ne savons pas faire parce que nous sommes les inventeurs du principe de territorialité. Alors, voyez cette triple rupture. Alors, je termine dans les 10 minutes à peu près qui me restent pour avoir le temps du débat, de la discussion, en vous disant, mais ça débouche sur quels paramètres tout ça ? Je voudrais en mettre en avant 5 paramètres. Premier paramètre, cette formidable appropriation sociale des relations internationales dont je parlais tout à l'heure. Autrefois, et ça c'est très important, les relations internationales étaient exclusivement affaire de stratèges, c'est-à-dire d'acteurs dotés d'une rationalité politico-militaire unique qui était communément partagée par ceux qui jouaient, ceux qui sont autour de la table du Congrès de Vienne, par exemple. Aujourd'hui, la société, parce que c'est une société de communication, une société d'information, une société d'interdépendance, comme je le disais tout à l'heure, a pris le dessus, a confisqué le politique. C'est une vieille histoire. Vous savez, le social était complètement tenu à l'écart du politique jusqu'à la Révolution française. La Révolution française, ça a été la première entrée des sociétés dans le jeu politique. Tout à l'heure, si on a le temps, on chantera ensemble le chant du départ. Et cette strophe très intéressante, « Tremblez ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran descendez au cercueil ». C'est-à-dire la proclamation de l'antériorité de la société sur la politique dynastique, absolutiste. Et puis, très vite, il y a une réaction du politique qui a muselé cette entrée des sociétés dans le jeu international en inventant le nationalisme et le patriotisme et cette allégeance unique et obligatoire de toute la société à un État qui était seul capable de parler en son nom dans le système international. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini dans la mesure où le social capte l'événement international et le gère à sa manière. Et c'est la raison pour laquelle le concept d'avenir en relations internationales, c'est le concept d'identification. Regardez avec quelle vitesse d'aucuns s'identifient à la cause palestinienne et d'autres à la cause israélienne. Et regardez aux États-Unis, cette espèce de mouvement dynamique social absolument incroyable contre lequel le politique est complètement désarmé et la seule obsession des politiques, c'est pourvu que ça ne nous fasse pas perdre les élections. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je me souviens, puisque nous sommes, la plupart d'entre nous, du 15e, une fois je prenais un café boulevard de Grenelle, au Pierrot, très bon café, très bon bistrot, et je vois passer un petit cortège de gilets jaunes. Et puis, au milieu de tout ça, je vois un drapeau palestinien. Je bondis.
j'oublie de payer mon café, j'abandonne ma femme, et je vais vers la dame en lui disant « Mais comment expliquez-vous ce drapeau palestinien ?» Alors elle croyait que je l'agressais, elle commençait à me dire des choses désagréables. Je lui dis « Mais calmez-vous, moi, je voudrais juste comprendre. » Et elle me sort cette phrase qui explique tout. Elle me dit, cette femme avait l'air de conditions modestes et je dirais quelqu'un qui n'est pas vraiment spécialiste de relations internationales. Et cette femme me fait cette réponse, elle me dit, ben, vous savez, je crois que eux, ils sont comme nous, ils souffrent. Cette espèce d'international de la souffrance, c'est le paramètre fondamental des nouvelles relations internationales. Deuxième chose, c'est que la guerre a complètement changé de visage. D'ailleurs, je n'ose même plus dire guerre, je préfère dire nouveaux conflits internationaux, les NCI. Et quand j'ai envie d'épater mon public le soir dans les dîners, ou Pierrot par exemple, je dis New International Conflict, les NIC. Les gens, le temps qu'ils reprennent leur souffle, moi j'ai emporté la mise. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? D'abord, première transformation, 90% des conflits aujourd'hui sont des conflits intra-étatiques et non plus interétatiques. Et des conflits qui n'opposent plus des États entre eux, mais des États, des organisations, des combattants, des milices, tout ce que vous voulez, des groupes sociaux. Deuxièmement, ces conflits ne sont plus la résultante obscène des rivalités de puissance. Ces conflits sont généralement l'effet dérivé de la décomposition des sociétés, c'est-à-dire l'incapacité de ces sociétés de pouvoir avoir une existence autonome et fonctionnelle. Et c'est la raison pour laquelle les Européens et les Français en particulier ont eu tout faux dans le Sahel. Le Sahel n'est pas une guerre des armées européennes et singulièrement de l'armée française contre les djihadistes. Les djihadistes, c'est tout simplement des entrepreneurs de violence, c'est-à-dire des groupes qui tirent les dividendes des situations de conflit dans lesquelles se trouve telle ou telle partie de la société. Mais le fond du problème du Sahel, il n'est pas là. Le fond du problème du Sahel, c'est la décomposition sociale. C'est la désertification qui augmente de 10 cm par heure. C'est donc une situation économique qui fait que les pasteurs n'ont plus de quoi faire paître leurs troupeaux. Et qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez rien à donner à manger à vos troupeaux? Vous emmenez votre troupeau chez les agriculteurs et vous bouffez leur récolte. Et ils ne sont pas contents. Et c'est ainsi que commence le processus conflictuel. Et là se mêlent des pêcheurs qui remontent du golfe de Guinée, où on ne peut plus pêcher parce que c'est hyper pollué, et donc qui viennent aussi essayer de s'installer pour subvenir à leurs besoins. Et là s'enclenche toute une dynamique sociale qui n'a rien à voir avec la guerre opsienne, et qui ne peut plus être gérée comme la guerre opsienne. Le troisième grand bouleversement, c'est que dans un système mondialisé, il n'y a plus d'hégémonie, il n'y a plus d'hégémone, il n'y a plus de leader. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le plus puissant dépend aussi du plus faible. Et donc, plus personne n'est capable d'assurer ce leadership. Et le leadership devient très coûteux. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Le plus grand des hommes d'État chinois, Zhou Enlai, vous avez peut-être connu dans votre jeunesse, Zhou Enlai était interviewé en 1967 par un journaliste égyptien, Hassan al-Haikal, qui lui posait la question, déjà en 1967, mais est-ce que la Chine n'a pas envie de remplacer les États-Unis comme nouveau leader du monde? Et Zhou Enlai a fait cette réponse d'une sagesse extraordinaire. Il a dit, écoutez, regardez ce qui se passe au Vietnam. L'hégémonie aujourd'hui, ça coûte très cher et ça ne rapporte rien. C'est le contraire du loto, si vous voulez. Du style, l'hégémonie, ça coûte très cher et ça ne rapporte rien. Et ça, c'est à méditer. Et effectivement, toutes les stratégies hégémoniques sont en échec. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'Europe ne pouvait pas comprendre, parce que la lutte pour l'hégémonie est dans son ADN, dans sa longue histoire telle que je vous la décrivais tout à l'heure. Quatrième station, vous allez être bientôt libérés, c'est l'avant-dernière. Nous sommes dans un monde, alors faites bien attention, où la sécurité nationale
est primée par la sécurité globale. Hobbes nous a enseigné, l'Europe, par son histoire, a établi que la seule sécurité à prendre en compte est la sécurité nationale. C'est-à-dire se protéger dans ce jeu de compétition effrénée. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, toute sécurité nationale est l'otage de ces logiques d'interdépendance dont je parlais tout à l'heure, et il n'y a pas de sécurité nationale possible si elle n'est précédée d'une sécurité globale assurée et consolidée. Comment voulez-vous que la France soit en sécurité si l'insécurité climatique va en s'aggravant? Comment voulez-vous que la France soit en sécurité si l'insécurité sanitaire va en s'aggravant? Comment voulez-vous que la France soit en sécurité si l'insécurité alimentaire va en s'aggravant? Comment voulez-vous que la France soit en sécurité si l'insécurité économique globale va en s'aggravant? C'est-à-dire que si vous n'aménagez pas le système avant l'unité, eh bien vous pourrez faire tout ce que vous voulez pour protéger l'unité, elle sera de plus en plus vulnérable. C'est la raison pour laquelle le nationalisme est trompeur. Le nationalisme ne résout rien, précisément parce que le défi auquel nous avons à faire face est un défi global et qu'il faut savoir gérer cette globalité. Alors, pendant cette crise grave de l'agriculture, des agriculteurs, dont on partage l'angoisse facilement compréhensible, quelqu'un, et le pire c'est que je crois que ça a été mon étudiant, a sorti l'idée d'une souveraineté alimentaire française. Ah, j'ai failli aller me coucher quand j'ai entendu ça. D'accord, souveraineté alimentaire française. On va planter désormais du café en forêt de Fontainebleau, du cacao dans les Côtes d'Armor, on va mettre des champs de bananes dans le Pas-de-Calais et nous aurons réussi notre souveraineté alimentaire. Il faudra aussi penser aux engrais d'ailleurs, c'est-à-dire on va trouver des mines de phosphate dans le Lot-et-Garonne et le problème sera réglé. Non mais attendez, il faut arrêter de fumer sa moquette. Il faut comprendre dans quel monde nous sommes. Nous sommes dans un monde d'interdépendance. Et c'est ça que l'Europe ne comprend pas. Et enfin, je terminerai là-dessus, 5e axe, nous sommes dans un monde de subjectivité. C'est-à-dire, tout le monde ne pense pas forcément comme les habitants du 15e arrondissement. Déjà, j'ai remarqué que ceux du 16e ne pensaient pas comme ceux du 15e, n'est-ce pas ? Alors, parlons pas de ceux du Puy-de-Dôme, ne parlons pas de ceux de Slovaquie, mais alors après, quand on arrive en Chine ou en République centrafricaine, faisons l'effort, et je termine là-dessus, pour entrer dans le monde, car l'Europe n'est pas entrée dans le monde, c'est ça mon argument, faisons l'effort de nous poser 3 questions. Moi, je sais comment je pense. Mais la première question, c'est comment l'autre pense. Comment il voit le même événement que nous avons tous les deux communément à subir. Il se trouve que j'étais au Tchad lors du 24 février 2022. Et j'ai entendu mes collègues tchadiens décrire le conflit russo-ukrainien. Ce n'était pas du tout la même perception. Elle était tout aussi sincère, mais elle était autre. Donc, première question, comment l'autre voit ? Deuxième question, comment l'autre voit la manière dont je vois? Comment il me voit? Comment il me perçoit? Et troisième question, comment imagine-t-il que moi je le vois? Et si on arrive à démêler ces 3 questions, eh bien, on entrera dans le temps nouveau de la négociation. Parce que la négociation ne peut plus être transactionnelle. La négociation transactionnelle, c'est entre compères qui parlent le même langage. Elle ne peut être que globale, et elle ne peut être que globale que si j'ai la modestie d'entrer les paramètres qui sont ceux de mes partenaires.
pour mon ultime phrase, c'est une façon de rendre hommage à un de mes professeurs qui vient de nous quitter tout récemment et qui était un citoyen du 15e arrondissement, du 8 de la rue Duplex, qui était Alfred Grosser. Et Alfred Grosser, qui s'est éteint à l'âge de 99 ans, m'avait beaucoup frappé lorsque j'avais 20 ans et j'étais donc avant-hier dans son amphi. Il disait « Je ne supporte pas le doigt qui est pointé sur moi et qui me prescrit mon identité. » Eh bien, prolongeons cette réflexion. Ne supportons pas le doigt qui est pointé sur l'autre et qui définit à l'avance la manière dont il doit penser et dont il doit percevoir le monde. Si on avait eu cette idée-là, la débâcle honteuse du Niger n'aurait jamais eu lieu, et tant d'autres également. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.